aux plus malins. Au nord de la forêt de Chinon passe la large vallée où coule, en un fraternel voisinage, la Loire, le Cher et l'Indre. C'est un pays très particulier. Les Varennes, le limon, que les rivières ont apporté au cours des siècles, a formé ici une terre humide et grasse, excellente pour la culture maraîchère. Étant précieuse, cette terre a été morcelée suivant le caprice des générations successives. Elle est aujourd'hui divisée en une infinité de lopins que leurs propriétaires travaillent à la bêche en toute saison, s'acharnant à n'en laisser inculte aucune parcelle, si minime soit-elle. C'est un dur labeur, mais qui nourrit son homme, et les gens des Varennes seraient parfaitement heureux s'ils n'étaient perpétuellement en butte au sarcasme des vignerons d'alentour. Ceux-ci, fiers de leur cep et de la joyeuse façon dont le soleil aide à leur besogne, n'ont que dédain pour les hommes de la vallée, perpétuellement penchés sur leur plan prosaïque. Les habitants de Bréhémont, surtout, sont les victimes de leur colibé. On dit couramment à Chinon, à Bréhémont, on laisse le cheval à l'écurie pour ne pas le fatiguer, la charrue sous le hangar pour ne pas l'user. Il n'y a que l'homme qui sorte avec sa bêche. Et, pour conclure ce beau discours, les gens des vignes ajoutent en riant, lorsqu'ils voient passer un habitant de l'infortuné village, « Ah, encore un malin de Bréhémont !» Le gars aîné du père Sudreau, de Vilaine, avait décidé ce dimanche-là de faire un tour de promenade afin de décourdir les pâturons de sa jument que divers travaux l'avaient empêché de faire travailler depuis 3 jours. Confortablement assis sur la banquette rembourrée de la carriole, et tenant bien en main les raides qu'un long usage avait fait souples et grasses, il descendait vers raser le rideau. Récemment libre du service militaire, il goûtait délicieusement cette première promenade faite au trot de la bonne Bichette. Il reconnaissait avec plaisir les lieux familiers qu'il n'avait pas revus depuis longtemps. La vallée de Vaulimont, les couverts lointains de la forêt de Chinon, les toits pointus des tours du château d'Azé. Bientôt, il allait atteindre la route d'Angers, qui suit le cours de l'Indre, et au carrefour de Luret, prendre délibérément le chemin des Varennes. Comme il passait au hameau de la chapelle Saint-Blaise, il s'entendit aider. « Ouais, Pierre, aurais-tu de la place pour nous dans ta voiture ?» Pierre Surdeau se retourna. À l'angle de la rue de Chinon, il vit 2 hommes qui lui faisaient des signes, et reconnut en eux des amis d'enfance. Jean Deluard et Maurice Mingron, récemment libérés comme lui-même du 15e hussard. Ayant brusquement arrêté Bichette sur les jarrets, il les attendit. « Où vas-tu comme ça, Pierre ?» dit Jean Deluard. « Tu sembles bien pressé. »« Il est certain, » ajouta son compagnon, « que tu devrais coucher à la boîte, ce soir, pour avoir fait faire à ta jument un trou pareil dans une descente. Si le lieutenant Tisset avait été là. »« Ah, ne parlons plus de cela, » s'exclama Pierre. « La classe est venue. Dieu merci. Pour moi, tout en me promenant. Je veux dire bonjour à un brave homme, donc, là-bas, dans les Varennes. »« Où habite-t-il ton oncle ?» fit Jean. « Entre les prairies et la Loire, à l'Hérault. »« À l'Hérault, en Bréhémont ?»« Oui, dit Mingron. »« Oh !» dit Mingron, avec un sourire malicieux. « Le cachotier que tu fais! Tu nous avais jamais dit que tu avais pour oncle un malin de Bréhémont, allant au champ chaque matin avec sa bêche et son seul sabot. »« Te moque pas de mon oncle, Philippe, » répondit Pierre Surdeau. « C'est un très brave homme, et pas sot du tout, n'en déplaise aux mauvaises langues. Mais
Au fait, ne m'aviez-vous pas demandé une place dans ma voiture? Montez donc tous deux avec moi, puisque vous n'avez rien à faire de mieux. Vous serez certainement bien reçu à l'Hérault. Et, pour vous remercier de votre démarche, il vous sera peut-être offert un bon coup de Vouvray ou de Breton. Les jeunes gens, en un clin d'œil, se hissèrent dans la carriole. Un coup de fouet, aussi bruyant qu'inoffensif, claqua sur la route, et la bonne jument Bichette reprit alertement son grand diable de trot, un instant interrompu. Pierre Sudreau ne s'était pas trompé. Ses deux amis, présentés par lui comme d'anciens camarades du 15e hussard, furent d'autant mieux accueillis que l'oncle Arsène avait jadis, à l'aurore de la Troisième République, porté le sacco à l'hongroise blanche et la tunique à brandebourg. À peine la voiture était-elle arrêtée dans sa cour que le bonhomme courait déjà au cellier et en revenait encombré de bouteilles. Sa mine joviale et sa charge de flacons auraient plongé dans le ravissement, s'il avait pu les voir, le maître Esgoinfery Tourangelle, François Rabelais. Mais il y a belle lurette que le père de Gargantua a cessé de boire le pinot blanc de la Loire et de mordre aux foisses fraîches du Chinonais. On s'attabla, on causa, et finalement, la conversation tomba sur le renom médiocre des bonnes gens des Varennes. L'oncle Philippe, lui-même, fit la première allusion à ce sujet délicat. Il est notoire, dit-il en remplissant de nouveau les verres, que mes concitoyens de Brémont et moi-même, avec notre bêche sempiternelle et notre unique sabot de bois, sommes réputés les plus fiefés imbéciles de toute la Touraine. Nous avons pourtant une incontestable qualité qui rachète tous nos défauts. Nous savons goûter le vin, et nul n'excelle comme nous à en savourer pleinement le fumé. C'est même la raison pour laquelle, certains jours, Saint-Pierre se vit dans l'obligation de se séparer de l'opinion courante et de tenir, sur le seuil du paradis, ce propos évidemment hérétique. Les gens de Brémont sont pleins de bon sens, et beaucoup moins bêtes qu'on ne le dit. Vous devriez, mon oncle, raconter cette histoire pour l'édification de mon ami Mingron, fit Pierre Sudreau. Car je ne vous cacherai pas que ce gredin-là a osé, il n'y a pas une heure, faire une allusion fort indiscrète à la mauvaise réputation qui s'attache toujours aux gens d'ici. D'autre part, comme j'ignore, moi aussi, cette anecdote qui doit être piquante, j'en pourrais faire également mon profit. Les yeux perçants de l'oncle Philippe s'allumèrent sous ses sourcils en broussailles. Avec un sourire, il dit simplement « Ce sera bien volontiers ». Et il commença. Mon grand-père m'a toujours conté, lorsque j'étais gamin, que deux Tourangeaux, décédés de frais, s'étaient un jour présentés ensemble aux portes du paradis. Ils pensaient sans doute que celle-ci s'ouvrirait devant eux avec autant de facilité que celle des cabarets où ils avaient tant fréquenté de leur vivant. Peut-être même espérait-il voir se poursuivre éternellement, mais amplifiées et célestement magnifiées, les savoureuses frairies d'antan. Leur illusion était si profonde qu'ils demeurèrent abasourdis,
lorsqu'ils se virent interpellés, sans aménité, par Saint-Pierre. « Qui êtes-vous? D'où venez-vous » Le premier des candidats bienheureux s'inclina profondément et dit « Je suis l'âme de Benoît Cravant, de Chinon, pour vous servir. » Saint-Pierre considéra un instant le Chinonnais, dont l'apparence d'outre-tombe avait gardé les belles couleurs de son personnage vivant. Son nez, à force de bourgeonner, s'était mué en une sorte de grappe vineuse. Toute sa face formait un prisme limité aux seules teintes vigoureuses: carmin, grenat, cramoisi, violet. Une poterie bien rougie au feu d'alcool varié et craquelée de petites veines bleues. Le saint parut assez indifférent aux courtoises paroles de Benoît Cravant. « Et toi » dit-il à son compagnon, qui, fort gauchement, tournait entre ses doigts illusoires une casquette de soie noire aussi impalpable que lui-même. « Je me nommais Bertrand Boulard. J'habite au Puy-Chéreau. »« Au Puy-Chéreau, au Puy-Chéreau » s'écria Saint-Pierre en levant les mains vers les étages supérieurs du ciel. « Qu'est-ce que c'est que cela, le Puy-Chéreau ?»« C'est un hameau, vénérable saint, » répondit le brave Bertin. « Un hameau? Je le veux bien. Mais où cela? La terre est grande. Et, depuis 2000 ans, je n'ai guère eu le temps de repasser ma géographie. » Le portier célestre, qui dès l'abord avait paru de mauvais poil, semblait de plus en plus irrité. Ce fut donc avec un tremblement dans la voix que Bertin Boulard répondit. « Le Puy-Chéreau, c'est à Brémont, en Touraine. » Saint-Pierre regarda Benoît Cravant et s'esclaffa. Benoît, pour faire sa cour au bienheureux, rit encore plus fort. « De Brémont, fit le portier, lorsqu'il reprit sa respiration. « De Brémont, j'aurais dû m'en douter, à te voir si peu dégourdi. Et que faisais-tu, mon ami, durant ton séjour là-bas? » « Travailler la terre, comme tous ceux de mon village. Je cultivais le poireau et la laitue. J'avais aussi un petit coin de près. » « Dommage qu'il ait laissé sur la terre sa bêche et son sabot, » souffla Benoît Cravant au bienheureux Pierre, afin de gagner sa bienveillance. Après avoir amusé toute la Touraine, ces instruments auraient pu divertir les bonnes âmes du paradis. Saint-Pierre ne broncha pas. Se souvenant qu'il avait été pêcheur en Galilée, il commençait à s'intéresser à ce pauvre paysan tourangeau, humble travailleur comme lui. Ce fut d'un ton radouci qu'il dit ensuite à Bertin Boulard. « N'as-tu pas commis de faute grave, tandis que tu demeurais sur la terre? Étant tourangeau, tu as dû être gourmand, ivrogne même peut-être. Réponds-moi, franchement. » À la vérité, Bertin avait gardé lui aussi, de sa vie ancienne, une trogne légèrement allumée. Ce qu'il avait bu, au cours d'une existence bien remplie, de larges rasades pourpres ou pâles, lui avait laissé sur le visage un reflet délicat. Cette patine, rien qu'une patine, l'empêchait absolument de nier. Aussi répondit-il. « Oui, je le confesse, je suis un grand pêcheur. J'ai poussé parfois à la gourmandise, jusqu'à la goinfrerie, même jusqu'à l'ivrognerie. Mais le moyen de faire autrement? Notre Touraine regorge, en matière de vin, de tous les dons de Dieu.
Ceux qui n'aiment pas le breton de Bourgueil sont obligés d'aimer le Vouvray. Ceux qui regardent, sans être trop tentés, un flacon de Montlouis, succombent inévitablement devant les charmes d'une bouteille de noble jouet. Les vins secs achèvent la déroute des pauvres têtes qu'ont déjà ébranlé les vins doux. Comment voulez-vous qu'un misérable comme moi, un sot de Brémond, par surcroît, ait pu résister à tant d'adversaires? Tout ce que j'ai pu faire de mieux, ce fut de tenir la balance égale entre les blancs et les rouges, les naturels et les mousseux. N'ayant pu garder la tempérance, je me suis efforcé de maintenir la justice. Saint-Pierre se dérida quelque peu et eut un demi-sourire qui semblait dire « C'est pas mal trouvé, c'est même ingénieux pour un échappé de Brémond. » Puis, ayant un instant réfléchi, il prononça sa sentence. « Bertrand Boulard, je t'admets à pénétrer dans le paradis. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que je t'en ouvre les portes, car le Seigneur n'aime pas les ivrognes. Mais je comprends les luttes surhumaines que tu as dû soutenir contre tant de crues acharnés à ta perte. Va prendre place parmi les pécheurs repentis, en un rang modeste bien sûr, où tu seras en joie jusqu'à la fin des siècles. Et toi, fit-il en se tournant brusquement vers Benoît Cravant. Celui-ci avait assisté, non sans sourire, à l'interrogatoire de son compère, et avait noté avec plaisir que le bienheureux Pierre semblait s'être adouci. Cette constatation le rendit ambitieux. Si un malin de Brémond avait pu obtenir aussi aisément l'entrée du paradis et l'assurance d'un rang modeste parmi les élus, que ne pouvait-il espérer, lui, un chinonnet, matois renforcé? Ma vie à moi fut toute simple, répondit-il au saint. J'étais cirier, et mon commerce consistait à fournir des cierges aux fidèles de l'église Saint-Maurice. Et tu buvais sans doute, toi aussi, de ces merveilleux vins de Touraine, car il est plus malaisé de vous retirer le nez de vos verres que d'arracher à l'abreuvoir un âne assoiffé. Combien de fois t'es-tu enivré, t'exposant ainsi aux autres fautes qu'entraîne après elles l'ivrognerie? Benoît Cravant crut deviner comment il fallait prendre le vin et se mit à faire, par anticipation, le petit saint. Je n'ai jamais bu que fort peu, fit-il d'un ton patelin, et je ne me souviens pas avoir jamais battu la campagne à la suite de libations trop copieuses. Une seule fois seulement, lors du mariage de ma cousine, de Paris. Et quel âge avais-tu quand tu es mort? J'avais 65 ans, bien sonné, vénérable Pierre. Eh bien, s'écria le saint, tu m'en comptes de belles. Comment? Tu as eu sur la terre tous les crus de Touraine à ta disposition, et tu n'en aurais bu que fort peu. Tu ne te serais enivré qu'une seule fois au cours d'une existence de 65 ans. Fiche-moi le camp, mon ami. Le paradis n'est pas fait pour les imbéciles. Voilà, conclut l'oncle Philippe, comment il advint une fois au moins qu'un chinonnet parut simple d'esprit, là où un malin de Brémond sut, par son astuce, gagner son procès. Mais buvons encore un coup de Vouvray, mes amis. Il faut que nous nous assurions d'avance, par ce sacrifice méritoire, la part d'éternité bienheureuse que ne manquera pas de nous réserver la complaisance de Saint-Pierre.